Bienvenue sur Horizon Historique sur YouTube, la chaîne qui fait revivre les personnages les plus marquants de l'histoire en moins de 5 minutes. Il était une fois, dans le Paris du XVIIe siècle, un enfant né au cœur d'une ville en pleine effervescence culturelle. C'était le 15 janvier 1622 et ce garçon se nommait Jean-Baptiste Poquelin. Plus tard, le monde le connaîtrait sous le nom de Molière. À sa naissance, rien ne laissait présager qu'il deviendrait l'un des plus grands dramaturges de tous les temps. Fils d'un tapissier du roi, Jean Poquelin père, il aurait pu suivre sans bruit les pas de sa famille dans le métier artisanal au service des rois. Mais le destin, avec une certaine malice, en avait décidé autrement. Le jeune Jean-Baptiste est éduqué chez les Jésuites au prestigieux collège de Clermont, aujourd'hui lycée Louis-le-Grand, où il reçoit une solide formation en lettres et en philosophie. Très tôt, il montre un goût prononcé pour le théâtre, à une époque où jouer la comédie est encore parfois mal vu et considéré comme un métier indigne. Molière ose tout quitter pour vivre de la scène. En 1643, il fonde avec Madeleine Béjart, comédienne plus âgée et influente, une troupe de théâtre, l'Illustre Théâtre. Le nom est grandiose, mais les débuts sont difficiles, marqués par les dettes, les échecs, et même la prison pour dette. Mais Molière a la ténacité d'un héros de comédie, toujours malmené, mais jamais abattu. Avec sa troupe, il sillonne les routes de province pendant plus de 10 ans. Il y apprend son métier, affine son art et découvre ce qui fait rire ou réfléchir les spectateurs. C'est dans cette école de la vie qu'il se forge, non seulement comme acteur, mais aussi comme auteur. Lorsqu'il revient à Paris en 1658, Molière et sa troupe jouent devant Louis XIV. Le roi, friand d'amusement et de théâtre, remarque le talent du comédien. C'est le début d'un soutien royal qui ne le quittera plus, malgré les nombreuses polémiques. Grâce à la protection du roi Soleil, Molière peut faire représenter ses pièces dans les salles les plus prestigieuses, notamment au Palais Royal. Il écrit alors des comédies qui deviennent rapidement des succès. Mais attention, ce ne sont pas de simples divertissements. Sous le rire, Molière cache des critiques mordantes contre l'hypocrisie, la vanité, la médecine de son temps ou encore les faux dévots. Dans Le Tartuffe, il dénonce ceux qui utilisent la religion pour manipuler les autres. Dans Le Misanthrope, il interroge le paradoxe d'un homme qui hait l'humanité tout en faisant partie. L'avare, les femmes savantes, le bourgeois gentilhomme, les précieuses ridicules. La liste est longue, et chacune de ses œuvres touche encore le public aujourd'hui, car il parle de travers intemporels. Il avait un génie pour faire parler ses personnages avec une langue simple, belle et vivante, où se mêlent la noblesse du vers et le naturel de la conversation. Il n'avait pas peur de choquer, ni de faire rire là où l'on n'osait pas. Comme il le disait lui-même, le devoir de la comédie est de corriger les hommes en les divertissant. C'est peut-être cela, son plus grand héritage. Avoir fait du théâtre un miroir de la société, un miroir qui fait sourire, mais qui fait aussi réfléchir. Dans sa vie privée, Molière épousa Armande Béjart, la fille, ou la sœur, selon certains, de Madeleine Béjart. Ce mariage, sujet de rumeurs et de moqueries à son époque, inspira même quelques scènes ironiques dans ses pièces. Il eut plusieurs enfants, mais seule une fille survécut à l'enfance. Malgré le succès, la vie de Molière ne fut pas facile. Les attaques contre ses œuvres, venues des religieux ou des médecins, notamment après Le Malade imaginaire, furent des nombreuses. Il dut souvent se défendre par la plume et parfois avec le soutien du roi. Ce dernier le protégea à plusieurs reprises, notamment lorsque Tartuffe fut interdit pendant plusieurs années. Ironie tragique du destin, Molière meurt le 17 février 1673 à Paris, sur scène. Ce soir-là, il joue le rôle d'Argan dans Le Malade imaginaire. Pris d'un malaise, il meurt quelques heures plus tard chez lui. À l'époque, les comédiens ne sont pas toujours bien vus par l'Église, et il est difficile pour eux d'être enterrés chrétiennement. Mais Louis XIV intervient à nouveau, et Molière est finalement inhumé dans une partie non consacrée du cimetière de Saint-Joseph, à Paris. Aujourd'hui, ses restes reposent au cimetière du Père-Lachaise. Ce que l'on retient de Molière, ce n'est pas seulement un style, une langue ou des pièces de théâtre. C'est une manière d'aimer la vérité, même sous le masque de la comédie. Il a transformé la scène française, imposant un théâtre à la fois populaire et intelligent, divertissant, mais profondément humain.
Sans lui, peut-être que le théâtre ne serait resté qu'un loisir de cour. Grâce à lui, il est devenu un art de tous, pour tous. On dit souvent que Molière est au théâtre ce que Racine est à la tragédie, et ce que La Fontaine est à la fable, un pilier de notre littérature. Mais lui, peut-être plus que les autres, a mis dans ses mots le rire et la douleur des hommes, les travers d'une époque et la vérité des cœurs. Et si l'on tend bien l'oreille, dans les couloirs d'un théâtre vide, il n'est pas rare d'entendre encore résonner ces mots, toujours actuels. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Ou encore, je veux qu'on me voie et qu'on m'écoute. Molière, l'homme qui fit rire le roi et réfléchir tout un peuple, n'est pas mort. Il vit dans chaque salle où l'on joue encore ses pièces, dans chaque éclat de rire qui, au fond, nous éclaire un peu plus sur nous-mêmes. Tu veux encore plus d'histoires incroyables? Alors like la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater.